9 ans. C'est énorme. Dites-vous que 9 ans, c'est le temps qu'il vous faut pour terminer des études de médecine. Ah oui, non, pardon, j'avais oublié qu'on était sur une chaîne de Weeb ici, my bad. Parler d'études, c'est proscrit. 9 ans, c'est le temps de relation qu'il vous faut pour fonder une famille avec 2 enfants, un chien et une maisonnette dans le Vercors. Avant que le réveil ne sonne. Et vous renvoie à votre petite vie de merde. 9 ans, c'est aussi l'âge requis maximum pour rencontrer vos youtubeurs préférés. Bref, on peut faire énormément de choses en 9 ans. Et personnellement, j'ai rien foutu à part attendre la putain de saison 2 de Yojo Senki. C'est long. Et pour ma défense, j'étais pas le seul à l'attendre. Bah oui, 9 ans. On est tous d'accord pour dire que ça devrait être interdit de mettre autant de temps à sortir une nouvelle saison après s'être autant fait hyper par une œuvre. Pendant ce temps, les fans de No Game No Life... Tanya the Evil, ou Yojo Senki, pour ceux qui ont un niveau N2 en japonais, c'est sans aucun doute l'un des isekai les plus particuliers qui existent. Pas de roi démon, pas de guilde, pas de fantaisie au sens propre du terme, juste un monde alternatif mettant en scène l'Europe du XXe siècle. Regardez, on est même dans l'animé. Coucou ! Des guerres à foison, des bastons de fous, des personnages franchement marquants, et surtout... un animé à ne surtout pas regarder pendant la pause déjeuner. Comment j'ai regardé cette scène? Comment mes collègues m'ont vu regarder cette scène? Au début, Yojo Senki, ça a l'air très japonais. Je veux dire, une petite fille blonde dans un uniforme militaire qui vole dans le ciel, détruit des armées entières en faisant des faciès de ce type. Vous devriez arrêter de sourire parce que je vous promets, ça devient vraiment malsain. Si on fait des vidéos de gros puants sur une chaîne avec une photo de profil de gros puants et une douche qui sert d'urinoir... Quoi, au moins je suis écolo? Bah, on trouve ça tout à fait lambda, Et forcément, comme tout le monde, on regarde ça en se disant... Ok, c'est juste une gamine complètement tarée et en vrai... c'est fun. Oui, fun. Parce que plus l'histoire avance et plus il y a un truc qui devient bizarre. T'as beau voir une gamine qui manipule tout le monde, qui sacrifie toutes les personnes nécessaires à sa survie, qui n'a vraiment aucune empathie, bah tu finis par l'apprécier de plus en plus quand même en fait. Pire que ça même, t'en arrives à un moment où tu veux qu'elle gagne. Et vous voyez, c'est là que je me suis posé la question. Est-ce que je suis raciste ? Alors non, elle était plus nuancée que ça ma question. Pourquoi j'aime Tanya alors que c'est une connasse ? Exactement le même type de question que je me suis posé le lendemain avec un autre animé d'ailleurs. Pourquoi je ressens de la peine pour ce bâtard de Rudeus ? Sauf que celle-là elle est carrément plus sensible. Et du coup, dans cette vidéo, j'avais non seulement envie de parler de l'un des animés qui, pour être honnête, me procure le plus de plaisir cette saison, mais aussi et surtout de répondre à une question. Pourquoi est-ce qu'on prend autant de plaisir à suivre des personnages principaux qui, dans la vraie vie, seraient absolument détestables ? Et oui, il y aura un petit paragraphe sur Mushoku Tensei aussi. On va se chicaner, moi je vous le dis. Enfin bref, du coup, générique. Putain, faut que je me remette au sport. Oui, alors non, mauvais opening là. Oups, désolé, ça m'arrive tout le temps. Oui, bah oui, il s'agirait de faire attention quand même. Désolé, c'est bon, je change de disque. Nous sommes en 1924. Et c'est la merde. Ouais, parce que techniquement, si vous êtes bon en histoire, vous savez que la guerre est censée être terminée depuis... 6 ans. Quoi, j'ai dit bon en histoire, pas en maths. Sauf qu'ici, c'est pas le cas. Au contraire, on est en plein dans une guerre d'une ampleur mondiale. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on est en réalité dans un monde parallèle. Un monde où l'Allemagne est le gentil de l'histoire. C'est pas un monde parallèle, ça, c'est la réalité. Papy, je tourne une vidéo, là. Ouais, en fait, pour vous la faire courte, l'Empire, qui représente carrément le deuxième Reich allemand, vous faudrait être aveugle pour pas le voir, c'est le pays le plus puissant du continent. Que ce soit en termes d'armée, d'influence politique, mais aussi et surtout en termes de magie. Ah bah, je vous l'ai dit qu'on était dans un monde parallèle. Ouais, l'Empire possède les mages les plus puissants qui existent. Et du coup, forcément, qui dit puissance militaire énorme, dit les autres pays totalement en flip. Après tout, ils se disent qu'un pays qui n'a aucune limite, ça peut prendre le contrôle du continent du jour au lendemain en fait, donc vaut mieux le calmer tout de suite. C'est pour ça qu'ils ont décidé de s'unir pour casser la gueule de l'Empire. Et le problème dans tout ça, c'est que bon, vous avez beau être giga puissant, si vous êtes entouré par toutes les personnes qui veulent votre peau, va falloir être solide sur les appuis. En fait, pour vous donner une idée, l'Empire c'est cette demoiselle là, et juste au-dessus là, c'est tous les pays qui veulent en découdre. Donc vous comprenez pourquoi malgré leur puissance, les trous de balles sont aussi conséquents. Et je parle pas du sien. Cependant, quand l'Empire se fait attaquer, l'Empire contre-attaque. Et justement, l'Empire possède une arme ultime. Une mage tellement puissante qu'elle est capable à elle seule de faire basculer le cours d'une bataille.
un être tellement sanguinaire et violent que ses ennemis eux-mêmes lui ont donné un surnom, le monstre du Rhin. Et cette personne, c'est une gamine de 9 ans. Ah bah ça recrute de plus en plus tôt l'armée maintenant. Ah, je lis ici que vous avez appris à marcher il y a 3 jours, c'est bien. C'est bien des recrues motivées comme ça. Et sinon vous savez vous servir de ça? Putain mais c'est qui sait vraiment se servir ce con? Quand je pense que moi on me reproche d'embaucher des enfants, alors que chez moi le pire qui peuvent leur arriver c'est juste des coups de fouet. Et alors, je vous vois venir, vous allez très certainement me demander, mais pourquoi une gamine de 9 ans est aussi puissante Dans le passé, Tanya, qu'on appellera Tonio ici dans sa version masculine, c'était en fait un salaryman plus proche du fils de p*** que du salaryman, hein, pour tout vous dire. Ouais, parce que en gros, il en avait rien à foutre des autres. Pour lui, c'était juste des outils qui servaient à son entreprise et rien d'autre. Typiquement la manière de penser d'un DRH. Du coup, quand son boss lui disait de virer un mec de la boîte sans aucune explication, il s'exécutait, sans chercher à comprendre si la personne en question avait des soucis ou non. Rien à foutre de ta dépression. Un mot du boss et allez hop, ça dégage le bouseux. Et c'est justement en agissant de cette manière qu'il s'est fait buter. Ouais, parce que c'est après avoir jeté un mec comme un malpropre de l'entreprise qu'il se fait aussitôt pousser sur les rails alors qu'un train arrive. Sauf que là, le monde se fige. Et... Salut, c'est Dieu. Alors comme ça, on a été un enculé toute sa vie? Loin de moi l'envie de vous vexer. Mais, étant de nature réaliste et rationnelle, je ne crois pas en l'existence de Dieu. Comment ça, tu crois pas en Dieu? Je viens littéralement de figer le monde autour de toi, Darth Piper Halliwell, ça c'est pas une preuve? Seuls les faibles, se trouvant dans une situation désespérée, se raccrochent à autrui. Mais putain, mais regarde, je peux prendre possession d'un piaf, il te faut quoi de plus? Que je te montre que je peux te ressusciter par la réincarnation, trou du cul? Ressuscite par la réincarnation? Ouais, d'ailleurs j'ai déjà trouvé où je vais t'envoyer. Tu veux vraiment être désespéré? Ok, pas de soucis. Je t'envoie directement en pleine guerre mondiale dans le corps... 幼い女の子に vous êtes qui, vous? 俺は漫画の作者だ。幼い女の子をよくする。 Pourquoi? 方が売れるから。Bon, bah va pour la petite fille, du coup. Non! Attendez! Et c'est ainsi que Naki, Tanya, Oui bah excusez-moi, j'ai fait espagnol LV2, moi j'ai pas fait allemand. Tanya Degeretschaf. Et à partir de là, c'est excellent. Vous avez le droit à des guerres de fous furieux, des plans militaires réellement pertinents, des personnages remarquables, une animation hyper immersive qui, elle, ne te donne pas la gerbe à chaque mouvement de caméra, pas comme ce truc qui devrait être fourni avec une ceinture de sécurité tellement la caméra part en couille toutes les 5 minutes. Tu comprends également que l'animé ne va pas se résumer uniquement à la guerre, parce que derrière tout ça, le véritable moteur de l'histoire, c'est surtout le conflit entre deux visions du monde, celle de Tanya, fondée sur la raison, la logique et le pragmatisme absolu, et celle de Being X, c'est comme ça que Tanya le nomme, vu qu'il veut pas l'appeler Dieu, fondée sur la foi et la providence. En fait, la guerre n'est finalement que le terrain sur lequel ce conflit va pouvoir s'exprimer. Et plus la série avance, plus cet affrontement devient hyper intéressant. Parce que derrière tout ça, l'objectif de Being X, c'est de placer Tanya dans une situation suffisamment désespérée pour qu'elle finisse par reconnaître l'existence de Dieu et se mettre à croire en lui. Donc ça va devenir une sorte d'antagoniste à la Homo Deus en fin de compte. Surtout qu'il a bien fait comprendre à Tanya que si elle meurt dans ce monde, il n'y aura plus aucune réincarnation possible. La menacer de mort si elle refuse d'être de son avis? Non, il porte bien son nom ce Being X. Mais vous voyez, ce qui permet à l'animé d'être aussi prenant, et ce dès les premiers épisodes, c'est que t'as une véritable sensation de fraîcheur en fait. Parce qu'on est très loin de l'isekai traditionnel. Pas de royaume médiéval, pas de guilde, pas de démons à tuer pour sauver le monde. On se retrouve dans une version alternative de l'Europe du XXe siècle, en pleine guerre mondiale. Et surtout, il n'y a pas vraiment de méchants. Personne ne cherche à conquérir le monde juste parce qu'il est profondément mauvais. Les conflits naissent de la peur, de la vengeance, de la survie, ou simplement de la volonté de gagner une guerre. Même l'Empire, qui est pourtant devenu l'ennemi public numéro 1, ce qu'il cherche avant tout, c'est de survivre dans un monde où il est encerclé, c'est tout. Et puis au milieu de tout ça, vous avez cette gamine, qui cache en réalité un homme d'âge mûr au fond de... Oula, bizarre cette phrase, je vais pas la finir. Et qui surtout sait que si elle meurt, c'est ciao. Et qui de ce fait, va tout faire pour survivre. À commencer par quitter cette putain de guerre, obtenir un poste administratif bien tranquille, et vivre une petite vie bien confortable. Typiquement ce qu'on aurait pu avoir si Pétain avait été dyslexique.
Et je le redis, mais Tanya, dans ses débuts, n'est pas censée être un personnage qu'on apprécie. Vraiment. Elle est écrite de manière à ce qu'on la déteste. Et pourtant, avec le temps, c'est bien cette gamine qui représente une énorme partie du plaisir que procure Yojo Senki en fait. Parce que Tanya n'est pas simplement une héroïne atypique, c'est une véritable ordure. Elle est froide, manipulatrice, profondément égoïste et parfaitement capable de sacrifier des vies humaines si ça lui permet d'atteindre son objectif. Elle cherche pas à sauver le monde, elle veut pas protéger les innocents, elle en a rien à foutre de ça. Elle a même absolument aucun problème à utiliser les autres comme de simples outils. Et encore une fois, normalement, c'est pas du tout censé être le genre de personnage qu'on s'attend à adorer dans un animé, on va pas se mentir. Et pourtant, il y a eu l'effet inverse. Parce que toutes les personnes qui apprécient Yojo Senki vous citeront au moins Tanya comme l'une des plus grandes qualités de l'œuvre. Y a qu'à voir le nombre de personnes qui ont une pépé Tanya sur les réseaux. Bon, après, en général, il y a toujours un petit commentaire raciste qui suit, vu que les gens n'arrivent pas à différencier le deuxième et le troisième Reich. Mais papy, depuis quand t'es sur Twitter? Et ouais, c'est son honnêteté, ses décisions, ses stratégies, ses réactions qui sont finalement devenues l'une des principales sources de plaisir de la série. Et c'est précisément là que j'ai commencé à me poser la question. Bon, après m'être fait insulter sur internet aussi, notamment. Pourquoi est-ce qu'on aime autant les personnages qui sont objectivement des êtres humains horribles? Parce que en vrai, la fiction, elle est remplie de personnages principaux qui sont moralement parlant complètement à la ramasse. Que ce soit Thorfinn, qui est tellement obsédé par sa vengeance qu'il est prêt à participer à des massacres entiers et à mettre sa vie au service d'un homme qu'il déteste juste dans l'espoir de pouvoir lui planter une épée dans le bide un jour. Ou Light Yagami, qui commence au départ avec une idée un peu noble de rendre le monde meilleur, avant de finir par sombrer dans une véritable folie meurtrière. Ou même Eren, qui lui finit carrément par décider que la meilleure solution à ses problèmes géopolitiques, ça consiste à exterminer une partie gigantesque de l'humanité. Et même quand on sort de l'animation japonaise, on retrouve exactement le même phénomène. Je vous rappelle que Breaking Bad est considéré comme l'une des meilleures séries existantes, alors que Walter, pour moi, c'est l'un des mecs les plus abjects qui existent. Et pourtant, tous ces personnages sont issus de fictions qu'on adore. Des fictions dans lesquelles on les suit, on s'attache à eux, on veut connaître la suite de leurs histoires et parfois même, on veut les voir réussir. Bon, alors évidemment, je suis pas en train de vous dire qu'on est tous secrètement des psychopathes qui rêvent de massacrer leurs prochains. Non, on se limite à la séquestration ici, on a une morale. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on prend autant de plaisir à suivre des personnages qu'on détesterait dans la vraie vie? Et vous voyez, je pense que c'est tout simplement parce que on n'est pas attiré par la moralité d'un personnage en général, mais parce qu'il nous fait ressentir. Parce qu'un personnage moralement horrible possède quelque chose que les héros plus conventionnels ont parfois beaucoup moins. L'imprévisibilité. Run. Je veux dire, quand tu suis un personnage qui est vraiment le stéréotype de la gentillesse par excellence, qui a zéro défaut et qui n'hésite pas à se mettre en danger pour le bien des autres sans jamais demander son reste, c'est hyper facile d'anticiper certaines de ses réactions, voire même d'anticiper la conclusion de la série dans laquelle il évolue. Mais avec quelqu'un comme Tanya, qui est capable de prendre pratiquement n'importe quelle décision si elle estime qu'elle est efficace, on sait jamais vraiment jusqu'où elle va aller. Même au niveau de l'histoire, en vrai, on sait pas du tout comment ça peut se terminer une histoire pareille. Et c'est justement ça qui nous stimule. On cherche pas seulement à savoir comment elle va résoudre un problème, mais jusqu'où elle sera prête à aller pour le résoudre. En 2023, il y a une étude que je trouve très intéressante qui a été publiée dans le Scientific Reports, admirez l'accent du Connecticut, qui a justement cherché à comprendre pourquoi les personnages moralement mauvais ou ambigus nous fascinent autant. Et figurez-vous que les chercheurs en question ont mené 5 expériences sur plus de 2400 personnes et ont notamment analysé les séries les plus regardées sur Netflix aux États-Unis. Et le résultat, il est assez parlant. Sur les programmes destinés aux adultes, 59% des œuvres les plus populaires étudiées avaient un protagoniste considéré comme immoral, contre 41% avec un protagoniste moralement bon. Et surtout, plus le personnage principal était jugé immoral, plus les spectateurs avaient tendance à passer de temps devant la série. Et en vrai, c'est totalement logique parce que, comme je l'ai dit plus tôt, les personnages moralement extrêmes auront tendance à susciter davantage de curiosité. Justement parce qu'on cherche à comprendre les motivations de leur comportement. Et puis, en vrai, il y a aussi une certaine attente derrière tout ça. Quand on accepte de suivre un personnage aussi horrible, on a envie de voir où ses choix vont finir par le mener. Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il va finir par se prendre le karma qu'il mérite? Est-ce que toutes ses décisions vont finalement se retourner contre lui? Parce qu'en réalité, on veut pas seulement voir un personnage faire de la merde, on veut voir les conséquences que cette merde va avoir sur lui. Et c'est justement cette promesse d'évolution, de chute ou de rédemption, qui peut rendre son parcours aussi satisfaisant à suivre. Et là, vous allez me dire... T'es en train de dire que Rudeus est génial parce que c'est un pédophile? Alors, Mushoku Tensei, c'est très particulier en vrai, Déjà parce que parler de cet animé, c'est un peu comme marcher sur des œufs. Mais aussi et surtout parce que Rudeus, lui, c'est un personnage profondément immoral, qu'on peut franchement détester, sans aucun souci, mais dont le dégoût qu'il provoque devient paradoxalement l'un des moteurs de notre curiosité finalement. Ouais, parce que j'ai déjà suffisamment fait de vidéos sur cet animé pour que vous sachiez à quel point j'adore son univers, son aventure, ses personnages et sa réalisation. Mais
Rudeus, lui, il a jamais été la raison pour laquelle j'ai aimé Mushoku Tensei, je vais pas vous mentir. Et je pense même que personne ne vous dira qu'il aime Mushoku Tensei pour Rudeus. Ou alors cette personne aime porter du orange et vit dans un 2 mètres carrés. Parce que bon, faut bien faire la différence entre un personnage qui a des défauts et un fils de pute. C'est pour ça que les premiers épisodes sont une horreur à découvrir. Et si j'avais jamais eu l'écho de ce qu'allait réellement raconter cette série, mais jamais j'aurais continué, hein, vraiment. Mais justement, c'est là que Mushoku Tensei est un peu particulier du coup. Parce que même si Rudeus en tant que personne n'est absolument pas la raison pour laquelle j'aime cette œuvre, c'est quand même lui qui a finalement réussi à stimuler mon envie de comprendre ce qui allait lui arriver. Ouais, parce que je pense qu'on peut tous faire une distinction entre aimer Rudeus lui-même et aimer ce que Mushoku Tensei fait avec lui. Le concept de base, il est quand même sacrément intéressant quand on regarde en vrai. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un mec qui a complètement raté sa première vie obtient la possibilité de tout recommencer dans un nouveau monde? Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il va reproduire exactement les mêmes erreurs? Est-ce qu'il est réellement capable de devenir quelqu'un de meilleur? Et bah c'est là en fait que je me suis retrouvé à continuer malgré lui. Pas parce que j'avais envie de le voir réussir pour le coup lui, non pas du tout hein, mais parce que j'avais envie de voir jusqu'où cette seconde vie allait pouvoir le transformer. Et finalement, c'est Mushoku Tensei qui m'a fait comprendre qu'un personnage pouvait être bourré de défauts, même si là on n'est plus vraiment dans l'ordre du simple défaut avec Rudeus, hein, sans pour autant être désagréable à suivre. Homelander par exemple, c'est le pire FDP qu'on peut croiser dans une fiction, pourtant le personnage est une mine d'or en termes de développement et de psychologie. Tanya, c'est pareil, c'est une connasse. Subaru, j'ai beau être extrêmement fan de Re:Zero, il faut avouer qu'il est parfois absolument insupportable. Mais, leurs défauts participent à leur écriture, et surtout, leurs erreurs ont des conséquences. Maintenant, le problème, c'est qu'avec le temps, j'ai l'impression que Mushoku Tensei s'éloigne de plus en plus de ce concept finalement. Au départ, Rudeus m'intéressait justement parce que je voulais voir s'il allait changer. Parce que depuis le début, l'anime nous a constamment montré un personnage profondément problématique, qui est régulièrement confronté aux conséquences de ses choix, qui évolue énormément au contact du monde qui l'entoure, mais avec le temps, on a compris qu'il n'est jamais réellement puni en fin de compte. Alors oui, parfois t'as ses erreurs personnelles ou ses mauvaises décisions qui peuvent lui revenir dans la gueule, oui, mais ses comportements les plus problématiques sont rarement traités comme de véritables fautes pour lesquelles il devrait assumer pleinement les conséquences. C'est comme je l'ai dit plus tôt, si j'accepte de suivre un personnage aussi détestable, c'est parce que j'attends forcément quelque chose de son parcours. Mais si rien de tout ça n'arrive, la curiosité qui m'avait donné envie de le suivre au départ, elle finit juste par devenir de la frustration. Et je suis désolé, mais c'est exactement ce que je ressens avec cette saison 3, bordel! Notamment avec cette histoire de harem qui personnellement me saoule de plus en plus, hein. Et que tantôt on parle de plan à 3, et que tantôt on accepte la tromperie sans souci. いいよ。でもその時はちゃんと僕たちの前に連れてきてね。ルディのことが好きでも何でもないのに妻になろうなんて子はさすがに許さないからね。Je te mérite tellement pas, Sylphie. Tu sais, c'est toi qui m'as sauvé de ma dépression. Eh ben, crois-moi que je m'en souviendrai quand je me taperai Iris. Et vous voyez, cette saison 3, elle prouve exactement ce que j'ai dit plus tôt. À force de vouloir permettre à Rudeus d'avoir toutes les filles qu'il veut, le scénario finit par retirer une partie des conséquences de ses propres choix. Et ça me fait chier parce que c'est exactement ce qui me frustre de plus en plus avec l'anime. J'ai adoré les 2 premiers épisodes parce que justement, ils s'éloignaient de Rudeus et permettaient à d'autres personnages, notamment Eris, d'exister. Mais dès qu'on est revenu à ces histoires de couple et à son harem, j'ai commencé à décrocher beaucoup plus facilement. Parce que le monde de Mushoku Tensei est tellement vaste et intéressant que j'ai parfois simplement envie de voir autre chose que le bazouzou de Rudeus. Donnez-moi un perso problématique, ok, mais lui permettez pas d'agir comme il le souhaite sans remettre en cause ses agissements. Pitié, ne faites pas accepter le plan A4 à Iris. Après, voilà, pour tout vous dire, j'ai quand même bon espoir, notamment grâce aux épisodes 1, 2 et 8. Parce que ce sont les seuls épisodes qui ne se sont jamais intéressés à Rudeus, mais plutôt à tout ce qui l'entourait autour. Et ça, pour le coup, je suis pas le seul à l'avoir remarqué. C'est pour ça que les haters se sont empressés d'aller sous-noter le dernier épisode. Re:Zero a créé des monstres. Nique ta mère. Et vous voyez, malgré tout ça, c'est pour ça que j'ai toujours pas drop l'animé. Grâce à ce genre d'épisode qui montre l'écriture absolument parfaite de l'œuvre quand il s'agit d'exploiter ses personnages autres que son héros. Parce que l'animé est hyper doué pour nous présenter des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, avec leurs qualités, mais surtout avec leurs défauts. Et plutôt que de nous dire qui mérite notre sympathie, il nous laisse juste les découvrir et nous faire notre propre opinion. Personnellement, je suis complètement fan de Sylphie et de Eris, alors que Roxy, que l'animé présente pourtant comme un personnage extrêmement attachant, je la déteste. Au même titre que Elina
criminalise. Ça reste des pointeuses, hein, faut pas l'oublier. Monde différent ou pas, m'en bats les couilles. Et c'est justement ça que tout le monde aime dans cette série. Pas forcément de voir un personnage profondément problématique, non. Mais de voir un animé qui ne nous force jamais à aimer ces personnages. Il nous donne suffisamment de matière pour qu'on puisse les comprendre, et ensuite, c'est à nous de décider si on les apprécie ou non. Et je suis désolé, mais cette façon de faire, ça change enfin du... Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et je pense que c'est aussi pour ça que Mushoku Tensei arrive à raconter des choses que beaucoup d'autres isekai n'oseraient même pas aborder finalement. Parce qu'il cherche pas à créer des personnages parfaits, il cherche à créer des personnages humains. Par contre, le raccourci... Tu aimes Mushoku Tensei, donc t'es un pédo. Dosez un peu, non? On peut trouver un personnage détestable, être giga mal à l'aise face à certaines de ses actions, mais malgré tout, aimer l'histoire, son univers et les autres personnages. Sinon, faudra arrêter de regarder à peu près 90% des œuvres de fiction qui existent, hein. En fait, faut vraiment faire la différence entre j'aime ce personnage et ce personnage m'intéresse. Parce que c'est pas du tout la même chose, hein. Et c'est pour cette raison, du coup, que je me devais de faire une grosse parenthèse sur Mushoku Tensei dans cette vidéo. Déjà parce que j'avais très envie d'exprimer ma frustration sur cette saison 3, voilà, je vous le dis. Mais aussi parce que, je trouve que c'est un bon point de comparaison avec Yojo Senki en vrai. Deux personnages peuvent être moralement discutables et provoquer des réactions complètement différentes. Avec Tanya, je peux me dire, putain, quelle ordure! Mais en vrai, je la comprends. Parce que derrière chacune de ces décisions, aussi monstrueuses soient-elles, il y a une logique que je peux suivre. Elle veut survivre. Elle veut éviter de crever sur un champ de bataille. Elle ne veut pas donner raison à ce dieu qui l'a complètement envoyé à la mort. Elle veut obtenir une vie tranquille, et surtout, elle essaie constamment de comprendre comment sortir de cette guerre en fait. Et c'est justement ça qui la rend aussi fascinante. Je suis pas obligé d'approuver Tanya pour comprendre pourquoi elle agit comme elle l'agit. Je peux même me retrouver à penser que c'est une énorme connasse, mais dans sa situation, je comprends pourquoi elle a fait ses choix. Alors qu'avec Rudeus, c'est plutôt « Putain, quelle ordure !» Point. Parce que là où Tanya cherche constamment à survivre dans un monde qui veut sa peau, Rudeus, il est beaucoup plus souvent à l'origine de ses propres problèmes. Et ses comportements les plus problématiques sont justement ceux où il agit avant tout pour satisfaire ses propres désirs. Et alors, vous voyez, c'est beau de parler de protagonistes mauvais. C'est beau de faire un paragraphe entier sur Rudeus pour expliquer que les gens ont tendance à ne voir que Rudeus en oubliant tout le monde fantastique qui tourne autour. Mais au final... c'est exactement le problème de ce genre d'œuvre. C'est qu'on se focus toujours trop sur la façade sans vraiment se rendre compte de ce qu'elle cache. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens passent à côté de ce qu'est réellement Yojo Senki. Et ce, à cause de Tanya. Parce que quand je demande à des gens s'ils connaissent Yojo Senki, très souvent, j'ai le droit à... Ah, évidemment que je connais, c'est l'anime avec la gamine nazie. Oui, hein, les nazis de la Première Guerre mondiale, c'est bien connu. Et vous voyez, réduire Yojo Senki à Tanya, ce serait passer à côté de l'une des plus grandes qualités de l'anime. Son monde exceptionnel qui continue d'exister et d'évoluer même quand Tanya n'est pas au centre de l'écran. Que ce soit les guerres qui évoluent, les alliances qui se forment, les états qui prennent des décisions, les généraux qui calculent leurs prochains mouvements, les soldats qui meurent, les politiques qui doivent décider quoi faire de tout ce bordel. Ça, je kiffe. Non seulement parce que ça me rappelle mes parties endiablées de Hearts of Iron 4, quand je joue la Chine communiste, mais aussi parce que c'est justement là que l'écriture de l'anime brille vraiment. Parce que Yojo Senki t'apprend une chose vraiment importante quand on parle de guerre. Une guerre, ça se gagne pas uniquement sur le champ de bataille. Elle se gagne aussi dans les bureaux, dans les états-majors, dans les négociations, dans la logistique et dans les décisions prises par des gens qui, eux, ne verront jamais directement les conséquences de leurs ordres. Et le plus intéressant, c'est que l'anime n'a même pas besoin de personnages idiots pour faire dérailler tout ça. Une simple victoire peut suffire. Vous gagnez une bataille, vous perdez des milliers d'hommes, mais puisque vous avez gagné, vous vous dites que ces morts doivent forcément avoir servi à quelque chose. Alors vous continuez, puis vous gagnez encore, et vous vous dites que ce serait complètement con de s'arrêter maintenant. Et petit à petit, sans que personne n'ait réellement pris une décision absurde, vous passez de « Il faut gagner pour pouvoir arrêter la guerre » à « Maintenant qu'on gagne, il faut continuer la guerre ». Et c'est cet engrenage qui rend actuellement la saison 2 aussi fascinante selon moi. Parce que au lieu de continuer à nous montrer des elle prend une tournure beaucoup plus mature et psychologique en nous montrant qu'une victoire peut devenir la raison même pour laquelle vous finirez par perdre. Et même si c'est beaucoup de blabla, je le conçois, c'est ultra épique. Genre vraiment. Parce que la série a cette particularité d'être tellement forte pour introduire des personnages à la fois ultra charismatiques et profondément attachants. Bon, pas tous. À tel point qu'au bout d'un moment, même quand Tanya n'est pas au centre de l'histoire, j'ai quand même envie de savoir ce qui va leur arriver. Et c'est ça qui est assez fou. L'anime arrive à te faire t'attacher à des personnages qui peuvent apparaître relativement peu de temps, leur donner une vraie personnalité, des motivations
motivation, une manière de penser, et surtout te donner l'impression qu'ils existent réellement en dehors de Tanya. Et même réellement tout court en fait, Regardez, il y a Cherboul, Joseph, Delugo, Rommel, et j'en passe. Et l'anime n'oublie jamais non plus que pendant que tout ça se joue, il y a encore Tanya qui doit en plus composer avec un adversaire qu'elle ne peut ni fusiller, ni contourner, ni même réellement comprendre en fait. Being X, qui n'est vraiment pas un personnage à prendre à la légère pour le coup, vraiment. Parce que derrière cette guerre qui semble être une gigantesque partie d'échecs militaires, se joue en réalité un conflit beaucoup plus philosophique. Et le plus génial, c'est que Being X n'a même pas besoin d'être présent pour être un antagoniste efficace. Tanya vit avec la menace permanente de ses interventions. Elle prend des décisions en fonction de lui, elle cherche à lui échapper, elle interprète ses actions, elle essaie de comprendre ses intentions. Bref, même quand il est pas là, il influence son existence. Et c'est finalement ça qui me plaît autant dans Yojo Senki. L'anime ne se contente jamais de vous montrer Tanya en train de gagner une guerre. Il ne glorifie même jamais non plus toutes ses actions qui sont, au contraire, montrées de manière à faire comprendre que ses méthodes sont particulièrement horribles. Non mais honnêtement, rien que l'épisode 8 de la saison 1, c'est une horreur à regarder à cause de ce qu'elle fait, vraiment. Et c'est justement ça qui rend cet isekai si particulier. Il vous montre un monde entier qui réagit à ses victoires, à ses défaites, à ses décisions, et à celles de tous les autres aussi. Et au final, je crois que c'est précisément pour ça que je peux autant vous recommander Yojo Senki. Parce que derrière son concept complètement débile de petite fille psychopathe réincarnée dans une guerre mondiale, on trouve une œuvre qui ne vous prend jamais pour des cons. Elle vous laisse observer ses personnages, ses conflits et ses idées sans vous expliquer constamment quoi penser. Elle peut vous faire rire devant une gamine de 9 ans qui parle comme un général de 60 piges, puis vous rappeler 5 minutes plus tard que derrière chaque décision militaire, il y a des milliers de personnes qui vont crever. Et surtout, c'est un animé qui continue de surprendre. Vous pensez regarder une histoire de guerre, ça devient une réflexion sur la foi. Vous pensez suivre une simple psychopathe, vous découvrez un personnage dont la logique est plutôt fascinante, on doit se le dire. Vous pensez avoir compris comment fonctionne cette guerre, et l'animé vous montre qu'il y a toujours un niveau supplémentaire derrière. Et ouais, c'est probablement ça que j'attends le plus d'un animé. Avoir l'impression qu'il me reste encore quelque chose à découvrir. Et Yojo Senki m'a donné cette sensation du début jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à la moitié en tout cas, parce qu'on est encore qu'à l'épisode 8, à tout moment ça peut virer au drame. Alors du coup, si vous êtes encore là, à vous demander si vous devez regarder cet animé, n'hésitez plus. Et honnêtement, montez dans le train. Demander de monter dans le train en parlant d'un animé qui parle de l'Allemagne, c'est safe ? Ah bah non.